Pour l'instant, Valkyrie Apocalypse a vu son 11e round se terminer. S'il n'y a pas d'égalité, il reste donc 2 rounds avant la fin du manga, ou en tout cas avant la fin du tournoi. Je vais vous donner un nombre très particulier. 169. C'est le nombre de combats possibles pendant le tournoi. C'est le nombre de paires possibles. Et ce 169, c'est sans compter la trahison de Bouddha. Vous vous doutez bien que ce petit facteur de rien du tout foire tous les calculs, donc je ne l'ai pas utilisé. Maintenant, soyons logiques. Retirons 13 à ce résultat, vous l'aurez compris, ces 13 combinaisons-là, c'est celles qu'on a vues dans le manga. Nous donnant donc 156 possibilités que nous ne verrons jamais. L'intérêt de cette vidéo, c'est donc de passer en revue certains des combats qui étaient les plus attendus, les plus espérés, les plus théorisés. En bref, les combats qu'on aurait pu avoir. Mais attention, c'est plus intéressant s'ils ont un sens. Je vais pas juste vous donner un Simo versus Zeus pour le simple et bon plaisir que ça existe. Je vous propose donc un petit tour d'horizon des rounds du Ragnarok qui aurait pu être très intéressant et qu'on aurait aimé voir. En tout cas, moi, ce que je préfère. Mais avant toute chose, une petite digression s'impose. Certains parleront de potentiels combattants qui n'ont pas été vus ou qui pourraient s'ajouter à la liste, notamment ceux liés au spin-off de l'Apocalypse des dieux. Et je vais être honnête avec vous, je pense pas qu'on en verra. Pour la simple et bonne raison que si on regarde la liste qu'il nous montre au début du spin-off, le nom manquant, c'est Zeus. Comprenez bien, hein, ça veut dire qu'on verra sans doute aucun des combattants du spin-off dans le manga originel. Et de toute manière, le temps que le spin-off se termine, je serais pas étonné que le manga d'origine soit lui aussi terminé. Bref, l'autre point dont je voulais parler, ça concerne un certain personnage. J'ai très souvent lu et j'ai très souvent entendu que Aphrodite était censée être combattante pour le Ragnarok. Je vais être honnête avec vous, j'ai jamais vu ni la source, ni l'interview, ni quoi que ce soit des auteurs révélant qu'en effet, c'était prévu. Peut-être que ça existe, mais moi je l'ai pas trouvé. Même dans les premières planches du manga, quand il ne s'agissait seulement que d'un storyboard, on avait des premiers essais de chara-design, et Aphrodite n'était déjà pas présentée comme combattante à l'époque. Soit c'est une idée qui a été très vite abandonnée, soit c'est jamais arrivé. Ceci étant dit, je vous propose de commencer avec un combat qui est sans doute celui que les gens espéraient le plus, ou en tout cas celui qu'ils voulaient le plus voir, un de ceux qui a le plus divisé la communauté. Je parle bien évidemment du combat entre Simo Aya et Apollon. Pour le coup, ce combat-là, pour la communauté, ce n'était même pas une théorie, c'était une évidence, c'était forcément ça. Et c'est vrai que quand on regarde bien, le combat avait tout pour fonctionner. Quand je dis que c'était une évidence, c'était vraiment une évidence, à tel point que le jour où on a annoncé que l'adversaire de Apollon pendant le round de 9, c'était Léonidas, voilà, quand les gens ont vu les tweets qui disaient ça, personne n'y a cru. Et pourtant, aujourd'hui encore, je suis fervent défenseur de la dualité Léonidas-Apollon, elle marche très bien, les deux sont même sans doute les deux combattants les plus liés du Ragnarok, en tout cas au niveau historique et mythologique, mais pourtant les gens veulent quand même l'autre duel. Ou en tout cas, une partie veut voir ce duel. Pourquoi? La première raison, et la raison principale en fait, c'est que Simo Aya est un sniper et Apollon est un archer. Si on fait la liste des combattants du Ragnarok, en tout cas si on la regarde un petit peu, c'est littéralement les deux seuls personnages de tout le manga qui ont un style de combat à distance. Mais plus encore, même outre ça, les personnages étaient de parfaits opposés. Apollon est un dieu exubérant, bruyant, représentant la beauté, et surtout, Apollon est souvent représenté sur le fameux char d'Hélios. A contrario, Simo est taciturne, défiguré par la guerre, vivant dans les contrées froides de Finlande et éleveur de chiens. Il y a tellement tout qui était possible et donné dans ce combat que c'est même étonnant que les auteurs ne l'aient pas choisi au final. On pouvait faire une vraie chasse à l'homme dans les forêts finlandaises, avec d'un côté un Apollon qui traque Simo sur son char d'Hélios, et de l'autre côté, Simo qui essaie de se cacher et de partir le plus vite possible avec son traîneau de chien. Un adversaire insaisissable contre un qu'on voyait en permanence. Le match-up était parfait. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, donc on n'aura jamais cet affrontement. Pour rester lié à Apollon, je vais cette fois-ci vous parler de Léonidas. Il y avait une règle très simple pour la communauté vis-à-vis de Léonidas, il devait être le dernier combattant. Léonidas, c'est le dernier mur, c'est le dernier bastion de l'humanité, et pour cette raison, beaucoup imaginaient que le personnage était le combattant humain le plus puissant. C'est à un point où le personnage lui-même, quand il nous a été présenté, il l'a dit. Si on l'envoie au combat, c'est soit premier, soit dernier. Pour cette raison, Brunhilde le convainc en parlant d'Apollon, mais l'idée des fans, elle était différente. Pour une grande partie de la communauté, Léonidas devait affronter Odin. Et c'est plutôt logique, si c'est le dernier humain, on savait déjà qu'Odin serait sans doute le dernier dieu. Et en plus de ça, il y avait des points communs. Il y avait même beaucoup de points communs et des oppositions entre les deux personnages. Les deux sont des rois guerriers, mais en plus de ça, le rêve de la communauté, c'était le combat entre deux lanciers d'exception. Les Spartiates, on les conçoit très difficilement sans leur bouclier et sans leur lance. Et quelle aubaine! Odin, justement, il se bat avec Gungnir,
qui est une lance réputée pour ne jamais rater sa cible. Et il l'a dans le manga en plus. La paire, elle était parfaite, deux combattants voués être les derniers, un humain qui avait perdu lors de sa précédente vie, mais qui allait sauver l'humanité contre le dieu ultime. Et on n'a jamais eu ça. Pour le coup, ces combats-là, c'est du pur fantasme de fan. Mais il y a un combat qui était censé arriver, qui n'a jamais été fait. Et ce combat, il amène un débat qui revient tout le temps, depuis le début du manga. On remonte le temps vers le deuxième combat. Adam n'était pas censé affronter Zeus. Ça, vous êtes au courant, son adversaire, c'était censé être Shiva. De là vient l'éternelle question, et peut-être un des débats les plus animés et les plus anciens de l'histoire de la communauté. Si les choses s'étaient passées comme prévu, qu'est-ce qui se serait passé? Il y a deux écoles. La première, c'est Zeus a sauvé la vie de Shiva. Vous l'aurez compris, c'est ceux qui disent que très clairement, Shiva n'avait pas l'ombre d'une chance face à Adam. Et ensuite, vous avez l'autre école qui est les plus nuancés dans ses propos. Eux, leur scepticisme, il vient d'une question assez simple. Est-ce que Adam serait capable de copier les techniques de Shiva? Ça danse, sans doute, mais le gros souci, c'est que Shiva, il a 4 bras. Est-ce que Adam peut copier les 4 bras? Pire encore, le Tandava Karma, cette technique où Shiva s'embrase, est-ce que Adam peut la faire sans risquer sa vie? Et se poser cette question, c'est quand même très logique. Pour certains, Adam peut le faire, il en est capable. Leur argument principal, c'est que quand il arrive à tuer le serpent, il copie ses griffes. Mais pourtant, Adam il n'a pas copié la technique Adamas de Zeus. Adam peut copier les coups, mais est-ce que Adam peut copier les changements de forme? C'est une question qui reste en éternel suspens et une question à laquelle on n'aura jamais de réponse. Le seul consensus des fans, le seul truc où tout le monde est d'accord, c'est que tout le monde aurait voulu voir ce combat. Tout le monde aurait adoré voir Adam et Shiva faire cette danse guerrière. Vraiment, tout le monde. Et on ne le verra jamais. On parle des combats que la communauté aurait voulu voir, on parle des combats qui étaient prévus mais qui n'ont pas été faits, mais est-ce que vous saviez que les auteurs eux-mêmes avaient proposé leur match-up préféré? Ces match-up, ils viennent de l'interview qui leur a été faite au chapitre 100. Le collectif de dessinateurs, eux, ils s'amusent. C'est-à-dire que même si un personnage n'est pas combattant, ils veulent quand même le mettre. Vous avez Tesla contre Edison, vous avez Bouddha contre Apollon, celui-ci je vois pas du tout comment il pourrait se battre. Vous avez Shiva contre Vimana. Oui, ils mettent même des combattants et des personnages qui sont juste pas du tout dans le manga. Mention spéciale au dessinateur qui veut un combat entre Amaterasu et Aphrodite. Peut-être qu'il était là, le fameux round d'Aphrodite. Même si pour le coup, j'ai peur que ça parte en combat de Majo Taisen ou en combat de Mira Jane contre Jenny dans Fairy Tail. Ce que le scénariste, il veut voir, et le combat qu'il aimerait bien faire, je peux voir l'intérêt du match-up, hein, mais pour le coup, c'est vraiment un clip d'Evanescence ou de Tokyo Hotel, son idée. Le combat que le scénariste rêve de voir, c'est un round entre Belzébuth du côté des dieux, et Jack du côté de l'humanité. Je cite ces mots, hein, il a dit lui-même qu'il avait hâte de voir quelle sorte de trou noir cet affrontement pouvait créer. J'ai l'impression qu'il aime bien l'ambiance un peu gothique et edgy. Alors celui qui a proposé le meilleur match-up à mes yeux, c'est le storyboarder. Takumi Fukui, c'est le mec qui est responsable du design de Aphrodite. Donc bon, c'est pour ça qu'elle a une dégaine... c'est pour ça qu'elle ressemble pas aux autres personnages féminins, on va dire. Bref, vous l'aurez compris, Fukui, c'est un sacré kiffeur. Et le truc que Fukui aime bien, c'est les choses disproportionnées. Il n'y aura pas plus de blagues sur Aphrodite. Disproportionné, c'est pour tout, hein. Les personnages masculins aussi. Son combat préféré, c'est, je pense, le combat qu'on aurait eu si Adam et Shiva s'étaient affrontés comme prévu. Mais lui, sa demande elle est même encore plus précise que ça. Son combat rêvé, c'est Raiden contre Zeus. Mais pas n'importe quel Zeus, le Zeus d'avant la titanomachie. Celui où Zeus était encore jeune. Jeune et vraiment porté sur la bagarre pure et simple. Littéralement, le combat c'est celui des deux ravagés, le combat entre les deux plus gros charros de leur univers respectif, mais soyons honnêtes. On veut tous voir les deux personnages les plus musclés de leur camp respectif se taper dessus. Ça serait trop bien. Franchement, quand on a eu cette idée de la part du storyboarder, on était tous à fond derrière lui pour le coup. J'aimerais ponctuer la vidéo avec un combat que j'aurais voulu voir moi. Une théorie que j'avais et qui, malheureusement, comme à peu près toutes mes théories liées au match-up, s'est avérée fausse. Belzébuth contre Nostradamus. Laissez-moi vous expliquer. À l'époque, le code couleur qu'on avait pour Nostradamus, en tout cas celui qu'on imaginait, c'était blond aux yeux bleus. Bon, un verdict, il a les cheveux roses et les yeux jaunes. Mais surtout, ça tranchait avec Belzébuth qui avait des couleurs prédominantes opposées. Du violet assez sombre, du noir et du rouge. Et il y a plein d'autres petits points qui allaient dans ce sens. Les deux personnages sont introduits à peu près en même temps, et les deux ont l'air de savoir des choses sur le Ragnarok. En fait, le combat entre deux êtres mystiques est parfait. Et pire encore, il y a un petit élément, la fameuse porte. Le truc que vous voyez dessus, c'est l'arbre de Sephiroth. On pense que c'est la jambe de Nostradamus, parce qu'il est considéré comme apothicaire et médecin. D'ailleurs, il est considéré comme apothicaire et comme médecin dans le manga.
Belzébuth, il est considéré comme scientifique et médecin. Code couleur, timing, opposition de plan. C'était parfait. Il y avait tout pour ce combat. Tellement parfait que dans certains écrits, on dit que Nostradamus était l'humain le plus proche des dieux. Donc le plus haut sur le fameux arbre de Séphiros. Belzébuth, à l'inverse, le démon le plus bas sur l'arbre de Cliphos, juste aux côtés de Satan. Et bah malgré toute cette théorie, toutes ces idées et tous ces liens, et bah ça a été Belzébuth contre Tesla. Il y aurait matière à faire un épisode 2, certes peut-être un peu moins intéressant avec des combats un peu moins fulgurants, mais il y aurait matière tout de même. Il y en a beaucoup à mentionner, il y avait par exemple l'idée de Odin contre Simoaya, il y avait eu aussi l'idée de Bishamonten contre Léonidas, il y en avait eu pas mal. J'ai même vu Bouddha contre Rasputin à un moment. Et faut pas croire, mais ça faisait sens. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.